bienvenue sur Europe 1. Nous sommes toujours un peu décalés par rapport aux horaires, décalés par rapport finalement à ce que nous pouvons vivre, entendre dans cette émission. Et c'est très bien comme ça, parce que moi, j'aime pas trop les gens normopathes, comme les nomme Boris Cyrulnik, trop dans le rang, trop dans le moule, c'est tristouné. Donc, c'est bien d'avoir un peu, justement, de pas être conforme et d'être un peu décalé, comme le disait à l'instant Jean-Michel Duez. Alors, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Nous avons du temps devant nous, du temps volé à la nuit pour parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. C'est Valentin et Hélène qui vont vous accueillir au 39 21 et c'est le fidèle Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez bien sûr également y participer en nous envoyant vos mails sur le site europe1.fr et vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors nuit, vous le mettez simplement dans le contenu de votre message et vous envoyez votre message au 7 39 21. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Gaëlle. Oui, bonsoir. 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 Oui. Allô, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bonsoir. Oui, donc voilà, moi je vous appelle, donc j'ai 19 ans. Oui. Je suis homosexuelle. Oui. Et en fait, voilà, depuis pas mal de temps maintenant, je ressens de plus en plus le besoin de me travestir et de ressembler à une fille. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie, en fait, et je me pose beaucoup de questions, en fait, par rapport à ça. Ça a commencé comment ? Quand ? Ben, ça a commencé au début de mon adolescence, je vais dire, où je commençais parfois à piquer des vêtements de ma sœur, voilà, en cachette. Et puis ça a continué en s'accentuant, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 5 ans à peu près que je fais ça, quoi. D'accord. Et alors vous le faites, c'est-à-dire quand vous êtes seul, vous ne sortez pas, c'est en portant des sous-vêtements, ça se limite en fait, ou c'est vous vous habillez totalement quand vous êtes seul ou... En fait, voilà, ça a commencé au début, quand je sortais, oui, je mettais simplement une culotte, enfin quelque chose, des sous-vêtements. Et c'est vrai que maintenant j'habite seule en fait depuis bientôt 1 an. D'accord. Et là maintenant c'est vrai que j'ai refait une grosse partie de ma garde-robe et je sors, ma garde-robe est quasiment 100% féminine, quoi, on va dire. Voilà, tout en gardant quand même des choses un peu androgynes, on va dire, plus que vraiment féminine. Mais oui, parce que comment faites-vous pour sortir si c'est, quand vous dites 100% féminine, c'est plus androgyne que féminin, parce que c'est un peu compliqué à assumer peut-être dans la rue, non ? En fait, déjà, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un physique très androgyne et très féminin. Donc voilà, c'est vrai que c'est... c'est assez ambigu souvent, ça m'arrive assez souvent qu'on m'appelle mademoiselle, surtout avec mon look, on va dire. Et ça vous fait plaisir, ça ? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que parfois, quand je sors dans des soirées, dans des boîtes, là, c'est très féminin, par contre. Voilà. Et c'est vrai Qu'est-ce que vous appelez très féminin ? Ça, vous êtes habillé comment dans ces cas-là ? Voilà, c'est une mini-jupe, un haut un peu décolleté avec des faux seins, voilà quoi, des bas, des sous-vêtements un peu plus sexy que ce que je mets d'habitude, voilà quoi. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Oui. Ouais, c'est vrai que les seules fois où en fait je m'habille masculin, on va dire, c'est quand je vais chez mes parents. Voilà, parce que eux ne sont pas au courant et ça devient presque une souffrance du coup, presque d'aller les voir. Parce que là, vous êtes obligé d'être dans votre peau de garçon. Voilà. Je me sens pas moi-même là. J'ai l'impression de me déguiser en fait quand je retourne chez mes parents. Mais vous avez quand même comme vous dites, ce physique plus, vous dites plus qu'androgyne, puisqu'il arrive qu'on vous appelle mademoiselle. Alors évidemment, quand vous allez dans certaines soirées, vous faites tout pour.
hein, puisque vous avez la panoplie complète, j'ai envie de dire. Mais vos parents voient bien aussi certainement que vous avez quand même un physique très fin, certainement, et même dans votre façon de vous habiller, même si vous n'allez pas les voir en mini-jupe et avec un décolleté, que vous avez une façon aussi, un style vestimentaire très particulier. Oui. Oui, c'est vrai que oui, ils voient quand même que j'ai un style vestimentaire un petit peu androgyne malgré tout, même si lorsque je vais chez eux, j'essaie de m'habiller le plus masculin possible. Mais voilà quoi, c'est vrai que voilà, je pense qu'ils ont des doutes. Je sais que je leur ai laissé beaucoup d'indices en fait pour les faire réagir un petit peu, pour qu'ils viennent m'en parler. Mais quel genre d'indices? Voilà, dans mon linge, tout simplement, lorsque je ramène mon linge à ma mère les week-ends, voilà, je mets pas toutes mes fringues parce que voilà, j'ai pas envie qu'elle voit toutes mes fringues féminines, mais des fois je laisse traîner quelque chose de féminin au milieu pour la faire réagir en fait. Quelque chose de très féminin, ça peut être voilà, un soutien-gorge, une culotte, une jupe, voilà. Oui, mais là, elle peut penser à la limite que c'est quelque chose. Enfin, si elle veut vraiment ne pas voir, elle peut penser que c'est une copine ou voire même à une petite amie. Hein. Si vraiment, vous voyez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Oui, ouais, mais disons qu'elle sait que. Elle peut être un milieu d'imaginer que c'est à vous. Ouais, enfin, ouais. Si vous voyez, si vous êtes son fils, si elle voit un soutien-gorge au milieu des affaires que vous lui apportez le week-end, si elle peut être un milieu d'imaginer. Là où vous voyez un indice, elle peut être vraiment à 10 milieux d'imaginer. Je sais pas, c'est vrai qu'elle sait que je suis homosexuel, donc elle sait que j'ai pas de petite amie, donc elle sait que ce soutien-gorge. Ah, vous lui avez dit que vous étiez homosexuel? Oui, elle est au D'accord. courant. Comment ont-ils réagi? Ils s'en doutaient en fait. Ils s'en doutaient, donc ça n'a pas été une grosse révélation pour eux et ça s'est bien passé. Bah, c'est important ça. Oui. Pourquoi vous voulez à tout prix leur parler du fait que vous travestissez? En fait, j'ai envie. Je sens que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et j'ai envie de poursuivre en fait dans ma féminisation. Et je sais que j'aurais besoin de leur soutien en fait. C'est ça, c'est que vous voulez aller plus loin, éventuellement avec une intervention. Oui. D'accord. Exactement. J'ai envie de devenir la fille que je pense être au fond de moi. Oui. Mais je pense que c'est ça, c'est plus que c'est pas de l'homosexualité. Oui, non, bien sûr. Je suis homosexuel, j'aime les garçons, j'ai un petit copain, mais oui, mais vous êtes homosexuel, vous vous sentez profondément fille. Vous êtes dans un corps de garçon, mais dans les faits, votre identité, votre corps physique, vos organes génitaux ne correspondent pas à ce que vous êtes dans votre psychisme, dans votre tête. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que je me sens fille. Du coup, j'essaye de tout faire pour rectifier ça, quoi, et pour avoir l'apparence la plus féminine possible. Et c'est pour ça que quand on m'appelle mademoiselle, je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà. Voilà, et c'est vrai que j'ai besoin, je sens que j'aurais besoin du soutien de mes parents à ce niveau-là. Oui, ça je comprends si vous allez plus loin, parce que je pense que c'est au-delà, il y a quelque chose de plus profond et qui touche à l'identité, même à votre identité. Et c'est vrai que ça serait mieux que vous soyez effectivement accompagné, et que de toute façon, si vous allez effectivement plus loin dans ce processus de féminisation, c'est-à-dire au fond qu'il y ait une correspondance entre ce que vous êtes, ce que vous vous sentez être dans votre tête, et une concordance entre votre tête et votre corps. Il faut que vous soyez accompagné et aussi suivi, accompagné, aidé, psychologiquement, et par des associations aussi, que vous ne soyez pas isolé. Ouais, je sais. Je sais bien, et
Parce que vous voyez, le travestissement, c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes, des hommes hétérosexuels qui aiment se travestir. Mais qui ne sont pas homosexuels. Oui, je voyez, sais. Moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est voilà, c'est pas du tout, c'est pas ni une perversion ni quoi que ce soit. C'est un vrai besoin que j'ai. Non, c'est pas une perversion. D'être, voilà quoi. Non, c'est pas une perversion et c'est une vraie souffrance. Oui. Ouais. Ça crée une vraie souffrance parce que vous êtes vraiment en décalage. Noël Châtelet en a parlé dans un très beau livre qui s'appelle La tête en bas. D'accord, ah oui, je vous le recommande parce que c'est un très beau roman. Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des associations qui pourraient vous aider pour que vous soyez aussi un peu moins isolé. Actuellement, vous êtes seul ou vous pouvez en parler avec vous avez des amis avec qui vous pouvez en parler? J'ai des amis, j'ai un amoureux. Donc voilà, d'accord. Je suis plutôt bien entourée, oui. D'accord, ça c'est important. Oui. Ouais, j'en suis consciente. Et votre amoureux, lui, ça ne lui pose pas problème que vous vous habillez comme ça avec des vêtements de filles? Non, au contraire. Oui, d'accord. Donc, non, c'est voilà quoi. C'était même il m'avait connue, il a même cru à un moment que j'étais une fille quand il m'a connue. D'accord. Donc vous lui avez plu comme ça. Et avec vos amis, vous pouvez en parler? Oui, assez librement, avec peu d'amis, mais j'ai 2 ou 3 amis avec qui j'en parle et voilà, et qui me soutiennent et qui essayent de me conseiller aussi. En revanche, si vous voulez, Gaëlle, je crois que c'est pas en laissant des ça peut être en laissant des indices comme vous le faites, ça peut être un peu brutal pour vos parents. En tout cas, ça peut être pas interprété comme vous le souhaiteriez, parce que c'est complexe tout ça. D'accord. C'est un peu trop intime peut-être des sous-vêtements. Voilà. Ça renvoie trop à quelque chose. Si vous voulez, il faut pas. C'est vraiment des sous-vêtements. On est dans l'intimité. Et vos parents n'ont pas à être dans votre intimité de cette façon-là. Là, vous leur mettez le nez, si je puis dire, si je peux me permettre, dans votre intimité. Et c'est pas la meilleure façon de leur parler de vous, de ce que vous ressentez, de votre mal-être, de votre souffrance. Vous pourrez, à un moment, en parler avec eux, mais mettre des mots là-dessus. Des mots MOTS, mais pas les confronter comme ça directement, si vous voulez. Là, ça les rend voyeurs. Oui, ça les rend voyeurs et donc ça pourrait si vous voulez, les mettre mal à l'aise. Parce que de la même façon que vous n'aimeriez pas apprendre des choses précises sur la sexualité de vos parents ou sur ça vous mettrait certainement mal à l'aise. Vos parents n'ont pas à connaître non plus votre sexualité. Parce que dans le fond, c'est au-delà de votre sexualité. C'est un problème d'identité. Voyez ? Or, il y a une confusion. Si vous laissez traîner des sous-vêtements féminins, il peut se créer une confusion. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'identité, vous leur mettez vraiment le nez dans quelque chose qui peut être vraiment embarrassant et qui n'est pas compréhensible à première vue. D'accord. Donc je pense qu'il serait préférable pour vous d'en parler à des professionnels, il y a une psychologue qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, justement de la transsexualité.
qui a écrit un très beau livre à partir de témoignages. J'ai plus son nom là, mais je pourrais vous rappeler hors antenne demain pour vous donner ses coordonnées, vous conseiller la lecture de cet ouvrage. D'accord. Et que vous puissiez en parler vraiment déjà à un professionnel, aussi auprès d'associations, de gens compétents. Et à ce moment-là, vous pourrez en parler, confier à vos parents vos doutes et demander leur soutien dont vous aurez besoin. Mais parce que vous en parlerez différemment. Oui. Que là où c'est encore un petit peu, voyez, pour vous-même un peu mélangé. Oui. Parce que c'est plus complexe que l'homosexualité, c'est-à-dire que vous êtes attiré par des hommes, mais parce que vous vous mettez, pour vous, même si vous êtes un garçon en apparence, psychiquement, vous êtes dans la peau, vous avez une femme, enfin votre identité est celle d'une femme. Oui, c'est complètement ça. Oui, mais ça, c'est très différent de l'homosexualité. Oui. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, en tous les cas, je vous remercie. Ah, il y a peut-être David qui souhaite intervenir. On va le rappeler. Je vois son témoignage là qui s'affiche sur mon écran. D'accord. On va peut-être le rappeler. Pour qu'il puisse passer à l'antenne. Et puis, on va vérifier aussi une association. Donc, bon, on me disait qu'il y avait une association, mais qui n'existe plus. Il y a l'association Contact qui s'occupe des personnes homosexuelles et transsexuelles. Donc, vous pourriez vous mettre en rapport avec eux, parce que on vous redonnera les coordonnées hors antenne. Très bien. Vous voyez, ça sera important aussi de vous mettre en rapport avec elle. Il y avait l'association Le Syndrome de Benjamin, mais on me dit que le numéro n'est plus le bon, donc je ne sais pas si cette association a fermé ses portes. Ça serait dommage parce que bon, elle accueillait les personnes comme ça qui étaient dans votre situation. Demain, en tout cas, je vais faire des recherches et je vais chercher ce livre dont je vous ai parlé. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je vous ai téléphoné déjà la semaine, c'était vendredi dernier, par rapport à la mort de mon père. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, quoi. C'était par rapport à un témoignage de Cécile ou Céline, je ne me rappelle plus. Oui. Oui, bon, voilà. Donc, c'est assez... excusez-moi, je suis encore ému. C'est assez marrant parce que je viens d'allumer la radio et pour vous écouter, comme je vous écoute souvent. Et puis, oui, donc je voulais réagir par rapport à Gaël. Donc, moi, je suis androgyne. Hein. Oui. Oui, et je m'habille en fille. Oui. Oui. Alors vous êtes androgyne, vous vous habillez en fille, c'est-à-dire que vous êtes, c'est plus qu'être androgyne, vous habillez en fille, c'est-à-dire que là, vous vous travestissez. Pas vraiment, c'est-à-dire que je porte des habits de fille, je me maquille, et puis voilà. Donc contrairement. Mais en dehors, quand je veux dire, je ne sais pas, vous travaillez ? Oui, je travaille, oui. Donc pas pour aller travailler, j'imagine. Non, parce que je suis cuisinier et on peut pas se maquiller quand on est cuisinier. Ah oui, ça effectivement c'est très strict. Oui. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, là où vous habitez, lorsque vous, en dehors de votre travail, vous sortez dans la rue comme ça, dans votre vos voisins vous connaissent comme ça. Oui. Oui. Et je me fais régulièrement agresser. Ah bon? Oui. Par qui? C'est dur à dire parce que moi j'aime pas généraliser, mais par des gens par des rappeurs par exemple ou des choses comme ça quoi.
Hein. Et je veux pas. Oui, donc où il y a où c'est au contraire qu'il y a une expression de la virilité très affirmée. Donc vous êtes très dérangeant pour eux. Oui. On m'a même, moi je suis. Mais ce qui ne justifie en rien que l'on vous agresse, hein. Vous avez. Ah oui, mais je me suis fait caillasser là aujourd'hui. Mais vous portez plainte, comment? J'ai porté plainte. Et il y a des suites? Non, parce que je n'ai pas. La peur surmonte le terrifiant. Comment dire, c'est-à-dire que j'ai essayé d'avoir une allure plutôt un peu virile et donc j'ai porté plainte, mais je ne peux pas, comme on m'a dit à la police, on n'a pas de baguette magique, quoi. Et donc, si vous n'arrivez pas à décrire les gens, non, j'arrive pas à les décrire. Je sais quelle sorte de gens c'est, mais c'est tout, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Mais parce que là, ça serait important de contacter des associations. Mais peut-être, c'est ce que je viens de dire. SOS homophobie, SOS, enfin, vous voyez. Oui. Ça serait important de les contacter, de vous faire aider par des associations. Il se trouve que je travaille, donc je suis cuisinier, et il se trouve que je travaille avec mon patron est homosexuel, quoi. Donc il m'a filé. Donc déjà, oui, il peut vous soutenir. Ouais. Mais qui est très viril, parce qu'il faut pas. Ah mais ça n'a rien à voir. Il y a attendez, renier l'homosexualité a un côté très efféminé. Ça n'a pas de sens. C'est à l'inverse, il y a des hommes hétérosexuels qui ont un côté assez féminin, assez efféminé, et des homosexuels qui ont un côté, comme vous dites, assez viril. Enfin, les apparences, ça ne veut rien dire, ça. Non. Non. Et puis je vous dis, il y a si vous voulez, après, il y a des hétérosexuels où c'est un fantasme, et c'est qui aiment se travestir et qui pour autant n'ont pas de désir homosexuel. Donc tout ça est particulier. Là, c'est en ce qui vous concerne, Gaëlle, c'est plus une question d'identité, et c'est important d'en parler aussi et d'être soutenu. Oui, bien sûr, Gaëlle est là. Oui, je suis toujours là. Oui, moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus que m'habiller en fille, et voilà, c'est plus m'affirmer en tant que fille, en fait, que m'habiller en fille. Moi, j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir un physique très féminin, donc j'ai jamais trop... Excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai la chance, moi, d'avoir un physique très féminin, donc j'ai jamais eu trop subi d'agression, et voilà, mais bon, c'est vrai que ça m'est arrivé parfois lorsque mon maquillage peut-être était pas bien fait et qu'on voit que je suis un garçon, ça m'est arrivé, mais jamais d'agression physique, quoi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, voilà, quoi. C'est vrai que quand je sors par exemple en jupe dans la rue, on m'appelle mademoiselle. Non, mais c'est si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le fait de se travestir. Il y a quelque chose qui est reconnu aujourd'hui, et où effectivement vous pouvez aller aller au bout de ce processus de féminisation, et où ça peut même être pris en charge par la sécurité sociale, parce que c'est reconnu comme un vrai trouble de l'identité. C'est-à-dire, il y a Catherine qui est médecin qui dit que vous devez consulter même un endocrinologue spécialisé en milieu hospitalier. Et à ce moment-là, il y a aussi un psychiatre, parce que si vous voulez, il est évident qu'avant d'aller jusqu'au bout de ce processus, il y a aussi une évaluation de fait, parce qu'après il y a un côté irrémédiable, quand même. Donc quand on va jusqu'au bout de l'hospitalisation, donc il y a des entretiens. Bon, mais souvent les bilans faits par l'endocrinologue montrent que effectivement vous avez un taux de testostérone, l'hormone masculine, beaucoup plus bas que la moyenne. Enfin, que les hormones, voyez, vous êtes dans, vous êtes dans un corps qui ne correspond pas, enfin, à ce que vous êtes profondément. Donc, Catherine dit, vous serez bien accueillie, pris au sérieux, et vous pourrez vraiment être aidée. Oui, je l'espère, mais c'est vrai que
c'est vrai que oui, c'est exactement ça. Je suis pas dans le corps qui me correspond. Enfin, voilà, et ça depuis les gens. Oui, enfin, voilà, donc quoi, c'est important que vous soyez vraiment bien pris en charge parce que c'est une vraie souffrance. Ouais. Et il faut pas rester isolé. Voilà. J'ai une sœur jumelle et c'est vrai que de voir son corps se féminiser, de voir son corps évoluer, et moi à côté, enfin le mien devenir un peu plus masculin après la puberté, c'est vrai que ça a été un moment un peu difficile. Moi, j'aurais rêvé d'avoir de la poitrine, d'avoir voilà quoi, et voilà, ça a été une souffrance pour moi. Bref, voilà. Excusez-moi, je prends. Elle a un petit mot pour conclure, David. Oui, enfin, pas oui. Enfin, ce serait dur parce que moi, ça me pose personnellement, moi, ça me pose pas problème. Je me trouve pas tellement jolie, donc je me féminise pour me trouver jolie, quoi. Et puis c'est tout. Mais je veux dire, c'est pas du tout accepté, hein, je veux dire, par les gens. Puis, non, mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes que vous évoquez, David. Vous voyez, c'est pas du tout la même problématique. C'est deux choses problématiques. Mais en ce qui vous concerne, David, ça serait important par rapport aux violences que vous subissez, de réagir, de prendre contact avec des associations, SOS Homophobie, le centre gay lesbien de votre département pour avoir un soutien, vraiment, pour ne pas rester comme ça isolé à subir des violences qui sont inadmissibles. Parce que ça m'isole. Hein. Bah, bien sûr. Et puis il y a Élise d'ailleurs qui dit vous pouvez contacter aussi l'ADAVI de votre ville pour ces agressions où il y aurait des juristes et des psys pour vous défendre. Alors il y a Grégory qui dit Gaëlle, vous semblez très clair quant à votre désir de devenir femme, d'accorder votre intériorité à votre physique. Vous pouvez travailler avec des psychiatres spécialisés. Lors d'un festival gay et lesbien, j'ai vu un documentaire sur le parcours d'un homme devenu femme, aujourd'hui très épanoui, d'un homme mal dans sa peau. Elle est devenue joyeuse, expressive, bien dans sa peau. Je vous souhaite donc de travailler sur votre projet, de le concrétiser et de connaître une vie épanouie à votre tour. Ben, c'est très gentil de sa part. Merci beaucoup. Voilà. J'espère être heureuse et épanouie. Ben oui, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite, et de bien vous entourer, de savoir que effectivement, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a vraiment des gens, des médecins, des associations, qui peuvent être à vos côtés, vous soutenir et vous aider. Ne raccrochez pas, on va vous communiquer les coordonnées de contact, et puis il y a aussi les centres gays et lesbiens dans votre département. Et puis vous, David, surtout prenez contact aussi avec les associations pour ne pas rester comme ça dans cet isolement, hein, et avec cette peur. Je voulais simplement dire que bon, je fais de la musique, et puis il y a, je sais pas si vous voyez, voilà, on me compare souvent à, c'est sans vantardise aucune, hein, parce que j'ai pas son talent, mais je veux dire, voilà, c'est plutôt, on m'appelle souvent Brian Molko, le chanteur de Placebo, voilà. Hein, donc, je vois pas qui c'est. Ah. Non, mais je suis pas très douée en musique, mais bon, mais en tout cas, écoutez, pour ceux qui connaissent, c'est super. Donc bon, très bien. Mais en tout cas, merci de votre appel et ne restez pas sans agir, hein. Au revoir et bon courage à vous deux. Au revoir. Birdie, Skinny Love. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Alors c'est pour Nicolas qui dit c'est notre chanson, elle nous a bercé toute l'année. Et des bisous à une petite choupette qui se reconnaîtra, dit Nicolas. Merci d'être là au quotidien. Alors quelqu'un me dit l'auteur est Marie-Laure Peretti qui est psychologue, qui traite beaucoup de sujets concernant les personnes transsexuelles. Oui, mais moi c'est un livre qui est sorti récemment et c'est vrai que l'ouvrage qu'on a trouvé là date de 2009, alors qu'il y en a un qui est vraiment sorti ces mois derniers. Donc bon, en tout cas merci pour le renseignement. Il y a Angie qui dit à vous entendre, Gaëlle, vous semblez très en accord avec vous-même et en harmonie. Bonne chance à vous.
Je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Kenneth qui dit nouvelle, pas du tout, fan depuis toujours. J'ai juste envie de sortir de l'ombre ce soir. Salutations au roi Georges, aux patrouilleurs et aux autres auditeurs. Voilà, on accueille maintenant Sabrina. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Merci déjà de me permettre de m'exprimer à l'antenne. Ah ben, je vous en prie, je suis là pour vous. Donc moi, si je vous appelle ce soir, c'est pour vous parler de mes grandes difficultés relationnelles. Mmh. En fait, je suis totalement hostile aux autres. Hostile ? Hostile, oui. Ah oui, c'est oui. Fort ça. Oui, en fait, je rejette et je refuse tout contact et toute interaction avec les autres. Et pour quelle raison ? Parce que j'ai peur des autres, en fait. Pourquoi ? Voilà. Vous avez si peur ? Pourquoi j'ai si peur ? Que vous ont-ils fait ? Parce qu'en fait, dès que je me retrouve dans une situation sociale, il y a un gros malaise qui s'installe et je ne sais pas trop quoi dire. Et la seule chose que j'ai envie de faire à ce moment-là, c'est prendre la fuite et partir. Mais alors, ça veut dire que vous restez chez vous, vous ne travaillez pas Si, je travaille. Alors, comment ça se passe sur votre lieu de travail où vous avez très bien, justement. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je peux vous le demander ? En fait, je travaille dans une école maternelle. Mmh. D'accord. Vous êtes au contact des enfants, des parents ? Voilà, exactement. Des enfants ? Oui, c'est ça. Et avec les enfants, ça se passe mieux ? Oui, avec les enfants, ça se passe assez bien. D'accord. Mais par contre, avec mes collègues, pas très bien parce que je m'isole. Et comme j'ai peur des autres, donc forcément, je m'isole. Et c'est pas très bien perçu. Donc le fait de s'isoler, de ne pas aller vers les autres, de ne pas parler aux autres, c'est pas toujours trop bien pris. Donc on me perçoit comme quelqu'un de très hautain et d'assez méprisante. Vous avez quel âge ? J'ai une quarantaine d'années. D'accord. Ça a toujours été comme ça ? Ça a toujours été comme ça, oui. Même dans l'enfance ? Pardon ? Même dans l'enfance ? Dans l'enfance, est-ce que vous aviez des amis ? En fait, je suis de nature très timide. Voilà, donc je suis assez solitaire et je traîne ça depuis toute petite en fait. Oui, vous le traînez, c'est un poids. Mais voilà. Quand vous étiez petite, comment se fait-il que vous étiez si solitaire ? Vous étiez dans une famille où il y avait d'autres enfants ? Vous étiez fille unique ? On est 5 enfants. Oui, c'est étonnant, dans une famille de 5 enfants, d'être solitaire. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Vous étiez... qu'est-ce qui fait ? Parce qu'en général, dans une famille où il y a plusieurs enfants, vous aviez des contacts avec les autres, comme vous dites. Au moins avec vos frères et sœurs. Oui, avec mes frères et sœurs, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, ça se passe relativement bien. Mais c'est plus quand je suis en présence de personnes étrangères, en fait. Donc là, il y a vraiment un malaise qui s'installe et je n'arrive plus à structurer ma pensée et à tenir une conversation correcte. Mais quand vous étiez à l'école, par exemple, est-ce que vous aviez des amis ? Oui, j'avais au collège et au lycée, j'avais des amis, oui. À quel moment ça a déraillé alors ? À quel moment vous vous êtes mis à avoir peur ? Je pense que c'est au moment où j'ai commencé à travailler. Et pourquoi c'est devenu si angoissant ? Les autres sont devenus si angoissants dans le monde du travail ?
Mais justement, c'est ce que je voudrais comprendre, justement. Parce qu'en fait, je suis en train, donc je suis en train de cumuler divers boulots parce qu'à chaque fois, soit je démissionne, soit je suis licenciée parce que je suppose que, même si on me le dit pas directement, mais je suppose que je dois certainement le fait de ne pas être en interaction avec les autres quand vous travaillez dans une collectivité. Ah oui, ça pose problème. Là, vous dites d'ailleurs, vous la rejetez, vous refusez toute interaction. Donc vous savez que c'est déjà un bon point. Vous êtes à l'origine de ce malaise, hein. C'est-à-dire que vous ne l'imputez pas simplement aux autres. Vous dites que vous en êtes à l'origine, puisque vous dites que vous êtes hostile aux autres. Oui, et c'est important, puisque vous allez même plus loin dans l'analyse en disant que cette hostilité est liée à votre peur. Oui, ce qui est important, parce que tout le monde ne fait pas forcément le lien. Hein, souvent, quand il y a de l'hostilité, c'est souvent qu'il y a de la peur derrière. Mais tout le monde n'est pas en mesure de faire ce lien. Donc vous l'analysez bien déjà. Moi, ce qui me fait réagir aujourd'hui, c'est que je m'isole de plus en plus et ça me fait souffrir aussi. Donc, c'est pour ça que... Mais c'est peut-être ce qui va vous permettre aussi à un moment d'avancer et de changer. Parce qu'à un moment, c'est aussi parce qu'on souffre qu'on décide de dire il faut que ça s'arrête et que je sorte de ça. Vous voyez, de donner du sens, de comprendre, et parce que finalement, à un moment, c'est un moteur de changement aussi, la souffrance. Oui, justement. C'est qu'on a envie que ça s'arrête. Et justement, parce que moi, j'ai envie que ça s'arrête, parce que j'ai 40 ans et je me rends compte que finalement, je n'ai absolument rien construit à cause de ce mal-être. Justement. Mais y compris dans votre vie personnelle ? Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, donc ça va au-delà des relations dans le travail. C'est aussi. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, c'est aussi sur un plan dans vos relations amoureuses. Exactement. Oui. Exactement. Donc, comme je vous l'ai dit, dès que je suis en contact avec les autres, j'ai l'impression en fait de vivre vraiment dans une bulle et de ne pas vouloir en sortir. Alors, quand vous sortez de votre travail, qu'est-ce que vous faites ? Vous rentrez chez vous assez rapidement ? Oui. Oui. Oui, je rentre chez moi. Donc généralement, je ne sors vraiment que quand vous êtes obligé. Voilà. Voilà. Sinon, vous évitez le plus possible d'avoir à fréquenter des personnes. Oui. En fait, j'ai une anxiété qui est anticipée déjà. Oui. J'ai peur avant d'avoir rencontré, d'être confrontée à une situation sociale. Oui. Voilà. Ça tourne un peu à une forme de phobie sociale, là. Ah oui, c'est ce que je pense aussi, parce que j'ai fait quelques petites recherches sur Internet et justement, je me demandais si c'était pas ça. Justement. Oui, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Parce qu'en fait, j'ai un papa qui est très anxieux. Oui. Et il angoissait dès que ses enfants mettaient les pieds à l'extérieur, en fait. Ah oui. Oui. Il avait peur pour vous. Voilà. Qu'il vous arrive quelque chose de grave. Exactement. Oui. Donc moi, pour régler le problème, ce que je faisais, c'est que je ne sortais pas. Oui. Oui. Voilà. Alors que mes autres frères et sœurs, ça les a pas empêchés. Ça les a pas empêchés de vivre, de vivre leur vie d'adolescent et de jeune adulte. Alors que moi, Oui, vous avez été plus sensible comme ça à cette anxiété de votre père, et pour le rassurer, pour le protéger, pour qu'il ne s'angoisse pas, finalement, vous faisiez en sorte de rester à la maison, puisque finalement la maison c'était la bulle protectrice. Exactement. Et simplement, à quel prix pour vous ? Parce que vous vous coupiez des autres, cet extérieur qu'il vous présentait comme
dangereux et vous l'avez assimilé, vous l'avez intégré. Exactement, et ça dure encore. Oui, mais vous savez, les paroles des parents, ça, quand on est petit, ça a valeur de, c'est comme des paroles d'oracle. Enfin, c'est très fort, ça s'imprime en nous très profondément. Et puis, surtout quand on a des parents très très anxieux, il n'y a rien de plus contagieux que l'anxiété, hein. Et c'est surtout mon papa, parce que ma maman, elle n'était pas du tout dans cet esprit-là. Donc, ça devait être compliqué pour elle, parce que elle aussi, enfin elle était adulte, donc elle s'était construite, sa personnalité s'était construite différemment. Vous étiez enfant, vous subissiez de plein fouet. Voilà. Et quand le papa était absent, c'est moi en fait qui angoissais pour mes frères et sœurs quand ils étaient à l'extérieur. Oui, donc vous avez pris, vous avez complètement, il vous a complètement transmis son anxiété. Oui, il y avait que la maison qui était la protection. Voilà. Mm. Donc voilà, si je réagis maintenant, c'est que vraiment, c'est que j'en souffre terriblement. Oui, mais je comprends que vous en souffrez. Oui. Oui. Mais ça vous isole complètement. D'ailleurs, vous avez prononcé le mot hostile, comme si le monde était hostile. Vous étiez hostile. On va continuer à en parler, hein. Vous avez bien fait d'appeler, d'accord. Sabrina. Ce sera après le journal, donc restez en ligne. Justement, on parle de la phobie sociale. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à appeler le 39 21. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Ou par courriel sur le site europe1.fr. Juste avant le journal de minuit, nous étions en ligne avec Sabrina. Alors Sabrina, vous nous parliez de votre difficulté à aller avec les autres. Vous dites finalement de votre hostilité envers les autres. Et vous nous avez dit finalement en parlant comme ça ensemble que vous avez eu un papa très anxieux et qui vous disait que d'aller dehors, l'extérieur était dangereux, qui était très angoissé quand vous quittiez la maison, alors que contrairement à vos 4 frères et sœurs qui, eux, n'hésitaient pas à sortir, vous restiez à la maison et vous faisiez beaucoup de soucis quand vos frères et sœurs sortaient, certainement parce que vous aviez déjà une personnalité très très sensible. Vous avez absorbé toute l'anxiété de votre père. Alors, il y a des messages déjà qui arrivent pour vous par SMS. Il y a Cathy qui dit: vous en parlez très bien à l'antenne. Avez-vous entamé un travail sur vous ? Non, justement. C'est dommage. En fait, j'ai entamé. J'ai fait quelques séances chez un psychologue. Donc au départ, j'avais plus consulté pour ma timidité, pardon. Oui. Et donc j'ai pas poursuivi parce que faute de moyens, j'ai pas pu poursuivre. Ça se passait bien sinon avec ce psychologue? Ça se passait pas trop bien non plus, donc. Ah bon, d'accord. Oui, donc voilà. Bon, si ça se passait pas trop bien, parce que sinon, si vous voulez, le problème de manque d'argent doit pas être un frein. C'est, si vous voulez, la personne doit s'adapter. Vous voyez, si vous avez une baisse de revenus, ça, on doit pouvoir en parler.
D'accord. Vous voyez, c'est important de pouvoir en parler et de dire là, c'est trop onéreux, ou peut-être que au départ le prix fixé était trop élevé. Enfin, il faut voir, il faut pouvoir. On n'arrête pas une thérapie faute de moyens. Il faut essayer on peut aborder la question du tarif de la consultation avec le thérapeute. Et parfois, si entre-temps on perd un travail, vous voyez, vous avez dit que vous travaillez, puis il y a eu des moments où vous avez été licencié, on peut tout à fait baisser le tarif de la consultation. Je parle pour les psychologues parce qu'ils ne sont pas remboursés. Un psychiatre qui fait des psychothérapies, vous pouvez en plus être remboursé. D'accord. Puisque c'est un médecin. Je dois consulter un psychologue ou un psychiatre, c'est ça que... Si vous voulez, justement, par rapport, vous dites aux revenus, avec un psychiatre, il est médecin, donc vous pourriez vous faire rembourser. Peut-être que c'est plus avantageux pour vous. Après, c'est pas tant la formation, c'est le contact que vous aurez. Il est important que vous vous sentiez en confiance. Mais par rapport à le fait du coût de la thérapie, c'est vrai que le fait que ça soit un psychiatre, ça vous permet, comme il est médecin, il peut vous faire une feuille d'assurance maladie, ce que ne peut pas faire le psychologue qui n'est pas médecin. Alors vous pouvez aussi aller dans un centre médico-psychologique. Bon, le problème, c'est qu'il y a des délais d'attente un peu longs. Il faut le savoir. Mais après, vous êtes sur une liste d'attente. Et puis, il peut y avoir aussi, par moment, ça peut se débloquer. Quelqu'un avoir un rendez-vous plus tôt que prévu. Mais ça peut être un peu long. Et donc, parfois, on peut se démotiver, vous voyez, parce que c'est à ce moment-là où on est prêt à entamer à faire une démarche. Et puis, si on a rendez-vous 2 mois plus tard, à ce moment-là, on n'est plus motivé. Donc, il faut le savoir. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis moi-même phobique sociale, c'est un calvaire, je sais ce que vit Sabrina et c'est très courageux d'appeler, moi-même j'en serais incapable. » Il y a Nouchka qui dit « J'ai eu le même poids, j'ai consulté, c'est un très long chemin, il faut arriver à faire une démarche, réagissez, courage à vous. » Il y a quelqu'un qui vous laisse son adresse mail parce qu'elle aimerait bien communiquer avec vous, donc on vous le donnera hors antenne. D'accord. Et puis il y a Ninon qui dit « Votre lucidité, votre intelligence sont votre force. Vous trouverez le thérapeute qui vous conviendra et vous en tirerez grand profit. Courage à vous. » Il y a Vanessa qui dit « Je suis dans la même situation que Sabrina. Je souffre de phobie sociale depuis le collège. Les rougissements sont un cauchemar. Mais que faire ?» dit Vanessa. Écoutez, je crois que justement, il faut... en parler, vraiment en parler le plus possible, parce que ne pas rester dans cette solitude qui vous coupe des autres et qui fait que vous avez de plus en plus peur. On va accueillir maintenant Marilyn qui est avec nous au 3921 et qui voudrait aussi vous parler. Bonsoir Marilyn. Bonsoir, merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Je trouve Sabrina très touchante, très mignonne et ça prouve que moi je suis dans la même situation. Ça prouve que en fait la timidité ne va pas forcément avec la jeunesse, mais on peut être quadra et timide. Et c'est un peu une idée reçue de croire qu'on est timide quand on est jeune et après ça passe. Ça peut être moi c'est comme Sabrina depuis l'enfance, depuis l'école. J'ai toujours été prise comme quelqu'un de hautain, d'orgueilleux. J'ai été délaissée par mes camarades à cause de ça. Quand je dois sortir, je ne sors que pour faire mes courses quand je suis obligée. Et si je rencontre quelqu'un, j'ai des sueurs. Et quand elle s'en va, la personne, je suis soulagée alors que j'aurais besoin de lui parler, d'être avec elle. Quand je dois aller chercher mes filles à l'école, c'est un simple regard sur moi et je me sens mal. Et je vois les mamans qui discutent entre elles, qui sont bien, et j'aimerais tellement être comme elles, et je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et dans notre cas, voir un psychologue, c'est une grande difficulté parce qu'on se retrouve dans un silence obligatoire et on est face à nous-mêmes et face à ce psychologue qui nous regarde et qui attend. Moi, je me force à le faire, mais c'est une situation qui n'est pas facile à entreprendre, de toute façon, quand on est phobique social. Oui. C'est un conseil facile à donner, mais très difficile à pratiquer. Oui. Voilà. Et là, téléphoner, ça va parce qu'on voit pas la personne, c'est pas pareil. Oui. Ouais, mais je voulais dire que moi aussi je compatis parce que j'ai trouvé un petit truc,
pour améliorer, ça améliore seulement, c'est de poser quand quelqu'un vient vers moi et que j'ai l'impression que je vais pas arriver à terminer ma phrase, je vais bégayer, j'essaye de poser des questions sur sa vie, de m'intéresser à elle, et comme ça, on occulte le moi, on ne parle que d'elle, et la personne finalement, on se rend compte qu'elle a besoin de se confier comme tout le monde, et là, ça démarre. Ça, c'est un bon truc, ça, c'est d'essayer de poser tout de suite, s'intéresser à la personne, d'où elle vient, pourquoi elle est là, comment vont ses enfants, des trucs. Les gens ont toujours envie de parler de leurs enfants, donc, enfin voilà, j'essaye de trouver des astuces, mais j'avoue que je souffre beaucoup de cette phobie sociale et que j'ai besoin des autres, mais j'y arrive pas, aller vers eux, ni à les recevoir. Oui, pourtant, quand on vous entend parler toutes les deux, il y a un tel décalage. Oui. Parce que c'est vrai que au téléphone, c'est fluide, votre parole est fluide, votre pensée est bien structurée, bien construite. Je pense à vous, Sabrina, qui est en train de nous dire que vous avez très peur devant les autres, que votre pensée tout d'un coup soit plus perdre de cours de votre pensée, de peur du jugement des autres finalement. Alors que quand on parle avec vous, là, tout est fluide, vous êtes très agréable même de contact. Enfin, c'est vraiment vous êtes très sympathique, même vraiment très agréable, et d'avoir si peur, quoi. Il y a quelque chose de très profond, très très archaïque. Quelque chose qui relève du contact visuel, du contact physique, je ne sais pas, mais même quand des copines me font la bise, je serre les dents pendant 2 secondes jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Oui, presque une phobie, oui, du toucher. Ouais. Et là, ça serait important. Parfois, vous savez, il y a aussi dans la thérapie comportementale, vous confrontez à vos peurs de façon plus directe, mais à travers des groupes de parole. Oui, c'est vrai. À travers des groupes de parole avec des personnes qui souffrent également de phobie sociale. Et donc, sur le bottin, les psychiatres qui font du comportemental, c'est pas écrit. Il y a juste écrit psychiatre. On ne sait pas comment retrouver un psychiatre qui fait du comportemental. Il faut lui poser la question et puis téléphoner parfois dans les hôpitaux aussi. Il y a des structures qui font ça aussi dans les centres hospitaliers. Ça se développe quand même de plus en plus parce que ça a un bon impact, un bon effet sur et notamment en se confrontant à ses peurs. Alors il y a quelqu'un qui dit même si ça peut vous paraître difficile, le théâtre. Alors ça peut être mais ça peut être après en parallèle, justement en participant dans un groupe de parole thérapeutique, l'étape au-dessus, voyez. Mais après, c'est vrai que c'est une très bonne activité. C'est vrai qu'il y a souvent des acteurs qui se confient, qui disent j'étais un grand timide, je me suis lancée dans le théâtre pour le vaincre, et c'est vrai ça, oui. Tout à fait. C'est vrai que c'est une grande souffrance, et comme disait Sabrina, ça pose des problèmes sociaux au travail. Bien sûr. J'ai souvent été traitée de hautaine, de prétentieuse, on m'a mis à l'écart, alors que pas du tout. Je m'intéresse énormément aux gens. On va accueillir également, je vous remercie beaucoup de votre témoignage, Marilyn. Vous pouvez rester avec nous parce que on va accueillir également Dominique qui est dans votre situation. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir Sabrina. Bonsoir. Sabrina et Marilyn. Bonsoir. On vous écoute. Pour témoigner parce que je suis exactement dans le même cas que Sabrina. J'ai 55 ans. Il faudrait que vous parliez bien dans le combiné, Dominique, qu'on vous entende bien. Bien là, Caroline. Non, on vous entend pas bien du tout. Je suis sur un portable. Ouais, il est pas bien, il est pas très bon. La liaison est pas bonne. Il faut que vous parliez bien où c'est votre portable qui est pas bon, bien dans le combiné et plus fort alors, parce qu'on vous entend pas bien là. Je vais essayer de parler plus fort, comme ça va mieux. Là, ça va mieux là. Bon. J'avais un père qui était complètement anxieux pour moi. J'avais un frère, j'ai toujours, parce que j'ai coupé les ponts avec ma famille, un frère et une sœur de 6 et 7 ans de plus que moi, qui eux pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et moi j'étais la petite dernière que mon père préférait et il me coupait de tout. Il était très anxieux pour moi, mais en plus, il était un père tyran.
il me coupait de tout, de toute relation sociale, mais dès toute petite. Et en fait, j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir ma place dans la communauté des gens. Et j'ai toujours eu peur d'être avec les autres. Oui. Donc vous vous retrouvez dans le témoignage de Sabrina. Ah mais alors complètement, vraiment complètement. Alors mon frère et ma sœur, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils aient, eux, réussi à dépasser... Non, en fait non, mon père n'était pas anxieux pour eux. Mais vous étiez sa préférée, donc il était hyper protecteur vis-à-vis de vous. C'est pour ça, finalement, c'est pas toujours facile d'être l'enfant préféré, surtout d'un père hyper anxieux. Oui, mais en même temps, j'estime que c'est pas de l'amour. Il faisait comme il pouvait, c'est-à-dire que quand on est hyper anxieux, on contemple la vie sur fond d'anxiété et tout paraît dangereux. Et donc, malheureusement, on transmet aussi cela à ses enfants. Alors, il y a des enfants qui réagissent plus ou moins selon leur degré de sensibilité, selon leur assurance, selon la façon dont on investit aussi l'enfant, il n'y a pas que la personnalité de l'enfant, il y a aussi la relation que le parent a avec les enfants. Les enfants ne sont pas investis de la même façon, quoi qu'on en dise. Hein, oui. Donc, bon, en tout cas, le son est pas très bon, donc on va pas pouvoir vous garder très, très longtemps. Est-ce que je peux intervenir? C'est Marilyn. Allez-y, Marilyn, oui. Oui, je voulais juste dire que c'est pas forcément seulement une question d'enfance ou de parents, parce que moi j'étais à la DAS, donc et c'est pas du tout la même configuration, donc c'est aussi une question de personnalité peut-être. C'est vrai, tout à fait. Oui, aussi. Tout entre en ligne. En ligne de compte, c'est évident, hein, c'est évident. Tout peut jouer. En tout cas, ça montre que pour des personnes comme vous, le téléphone c'est une bonne chose. Oui, ça vous permet finalement d'appeler et d'en parler, de rompre un peu cet isolement, de surmonter vos peurs. Donc, c'est bien Sabrina souvent, que vous ayez pu. Oui, vous appelez souvent, Marilyn? Moi, c'est la 3e fois que je vous appelle. J'appelle souvent SOS Amitié aussi quand j'ai trop le cafard. D'accord, c'est important ça. Il y a quelqu'un qui dit, moi qui suis très extravertie, je rêverais de vous connaître parce que vous êtes très intéressantes toutes et agréables à écouter. Merci. Il y a Amadou qui dit, je me permets d'intervenir dans votre émission car je me retrouve à travers les propos de Sabrina. Il y a quelque temps, je suis passée à l'émission concernant une rupture et je me souviens bien d'Amadou qui m'avait plongée dans une certaine solitude qui était sans précédent chez moi. Après les interventions sur l'antenne des uns et des autres, j'ai commencé à retrouver un peu mon chemin, mais j'ai pas pu me défaire de cette solitude, en ce sens qu'à chaque fois que je fais une rencontre, celle-ci est interrompue. Du coup, je demeure un peu à l'écart des gens. À part mon lieu de travail, je suis toujours sur le qui-vive, sans être agressif, mais toujours méfiant avec cette peur des autres. Pourtant, je suis sans complexe et très sociable. J'ai pratiqué même des activités sportives, mais alors Amadou pense que ses échecs viennent du fait de la couleur de sa peau. Il perd toute confiance en lui côté rencontre, car il se voit déjà vaincu. Oui. Bon, donc s'il y a quand même des préjugés, pense-t-il, et c'est vrai qu'on en avait parlé avec lui. Alex dit, arrivez-vous à communiquer par chat? Peut-être que cette étape vous aiderait à construire des relations non conflictuelles. Dans une seconde étape, vous pourriez rencontrer les gens. Qu'en pensez-vous? On ne sait pas qui est derrière dans le chat. Oui, alors vous qui avez du mal effectivement à faire confiance, c'est compliqué. Voilà. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, on ne sait pas. Oui, et pourquoi ça change la chose selon que c'est un homme ou une femme? Il y a des hommes qui se font passer pour des femmes, il y a des femmes qui se font passer pour des hommes. Il y a beaucoup de mensonges. Oui. Mais si vous voulez, je crois c'est important d'aller en parler pour ne pas rester avec les peurs, si vous voulez. Moins on en parle, plus elles grossissent, plus elles grandissent et plus elles apparaissent, si vous voulez, insurmontables. Donc, il faut vraiment, à un moment, se confronter à elles. Vous voyez, alors, plus on s'enferme,
plus on s'enferme, plus on se replie sur soi, plus le monde extérieur va paraître hostile. Moi, ça fait 13 ans que je suis toute seule chez moi sans voir personne, parce que j'ai élevé mes enfants toute seule et que j'ai quitté le monde du travail. Et donc maintenant, c'est très très dur de retourner dans le monde du travail. Mais il faut y aller petit à petit. Il faut reprendre pied petit à petit. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut reprendre contact comme ça progressivement avec les autres. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, tout paraît compliqué, surtout quand on a quitté depuis longtemps comme ça le monde du travail et qu'on s'est désocialisé, parce que c'est quand même cela dont il s'agit. Ouais. Donc c'est important parce que vous verrez que le monde n'est pas si hostile et que les autres ne sont pas si hostiles que vous le pensez. Vous voyez, votre vision du monde qui fait que vous le voyez tel que vous l'avez en vous-même, quoi. C'est une vision très déformée. Et après, vous ne retenez que ce qui correspond, que ce qui alimente cette vision-là interne du monde. Donc petit à petit, il faut progressivement reprendre confiance en vous et changer cette vision-là. Mais il faut que vous fassiez, vous, un pas vers l'extérieur. D'une façon ou d'une autre. Caroline, Sabrina, excusez-moi de vous couper. Allez-y, Sabrina. Je voulais évoquer, en fait, donc il y a à peu près 1 an, j'ai, pour des raisons administratives, j'étais pas autonome, donc j'étais prise en charge par ma sœur pendant plusieurs années, et suite à mon départ, donc j'ai pris un appartement, j'ai trouvé un travail, j'ai totalement changé, en fait. Donc ce que je trouve vraiment étrange, parce que je ne l'ai jamais été. Et puis subitement, j'étais totalement transformée. J'allais vers les autres tout naturellement, sans avoir peur. Je recherchais. Je me rappelle à ce moment-là, je recherchais même la compagnie des autres, ce que je ne faisais jamais auparavant. Oui. Donc ça a duré quelques mois, et suite à un échec professionnel, en fait, j'ai reperdu totalement confiance en moi, et donc je me suis renfermée sur moi-même, et voilà. Donc je voulais évoquer cette Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir quand même. Mais exactement, Marilyn. Vous voyez, vous m'enlevez les mots de la bouche. Ça veut dire, puisez en vous-même, appuyez-vous sur ce moment-là dans votre vie où vous étiez porté par cet élan. Ça veut dire que vous avez cette capacité à aller vers les autres, non, parce que non seulement vous en avez le désir, mais vous en avez la possibilité. Et les autres, à ce moment-là, vous voyez, parce que ça vient de vous, parce que les autres, vous avez envie d'être auprès de vous, et ça se passait bien, et donc à ce moment-là, vous ne les perceviez plus comme hostiles. Non, du tout. Et ça n'avait pas changé. C'est simplement vous qui, à ce moment-là, étiez différente. Exactement. Et avez changé, vous voyez, était plus confiante. Donc il faut que vous vous appuyiez les jours comme ça, un peu mauvais, les jours de découragement, les jours où tout vous semble hostile, justement. Où, vous vous appuyez sur cette période de votre vie où tout semblait, où tout vous, c'est pas tout semblait, où tout vous souriait, parce que vous étiez confiante en la vie, confiante en l'avenir. Et dites-vous que ça peut revenir, ça. Ça ne dépend que de vous. Mais justement, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'à cette période-là. Mais oui, mais vous pouvez le redevenir. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de vous appuyer sur ces compétences, sur cette capacité que vous avez à l'intérieur de vous. Vous ne l'avez pas perdue. Simplement, vous avez mis un grand voile dessus. Vous l'avez étouffé à nouveau. Mais elles sont là, elles sont présentes. Elles n'ont pas disparu. Oui. Vous les avez simplement recouvertes.
Moi, jusqu'à il y a un mois, je n'arrivais même plus à prendre le bus. Et là, depuis un mois, je recommence. Mais vous aussi, hein, Marilyn, on sent dans votre voix, il y a quelque chose d'assez lumineux, j'oserais dire. Oui, non, mais il y a quelque chose d'assez même solaire, vous voyez. Il y a quelque chose qui contraste terriblement avec ce que vous évoquez de cette coupure comme ça, ce retrait du monde. Souvent, les gens me disent, quand ils me connaissent, ils me disent jamais j'aurais cru que tu étais comme ça. Ah non. Je croyais que tu étais orgueilleuse, hautaine. Alors qu'il y a au contraire beaucoup de chaleur qui se dégage de votre voix. Donc il faut développer cet aspect-là. Il y a Sergio qui dit, moi le vieil ours solitaire, j'apprécie Sabrina et Marilyn, très touchantes. Et puis il y a quelqu'un qui dit, Sabrina a besoin de parler à quelqu'un de confiance, en tout cas elle s'exprime vraiment bien. On va accueillir également Fabrice. Bonsoir Fabrice. Vous êtes avec nous? Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. On s'est parlé il y a à peu près 4 ans. D'accord. Oui. Dans vos premières émissions. J'ai essayé d'appeler déjà hier, avant-hier et il y a quelques jours en arrière parce que le message de Sabrina et de Marilyn, hein, c'est ça, hein, il me semble, hein, l'auditeur précédent, hein, m'ont très touché. Pourquoi? Parce que je suis un homme, hein, donc humble. Oui, ça j'ai cru comprendre, oui. Et je ressens très bien ce que ces personnes-là peuvent ressentir, en sachant que moi, j'ai 47 ans aujourd'hui, hein, du moins dans quelques mois, quoi, hein, au mois d'octobre. Et toute ma vie, j'ai vécu avec ce sentiment d'injustice, de mal-être et de malheur. Et Sabrina, hein, qui disait qu'il tremblait quand elle transpirait et tout ce qui s'ensuivait. Oui. Caroline, c'est exactement ce qui se passe moi aujourd'hui. Et moi, je suis bien chez moi. Oui. Quand je suis chez moi à la maison, là maintenant, je suis dans ma cuisine, j'élève mon petit garçon tout seul, qui a 11 ans, il est au-dessus, il dort. J'ai une petite chienne depuis pas longtemps. Et pour faire plaisir à mon petit, tant que je suis dans mon milieu intérieur, ça va. Dès que je sors à l'extérieur, ça va pas. Parce que depuis l'école maternelle, on m'a toujours traité sale poil de carotte parce que je suis un roux. Ouais. Rouquin. Les préjugés encore. Ouais. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. Toute ma vie, croyez-moi Caroline. Toute ma vie. Pourtant c'est joli. Et il me semble que je vous en ai parlé. C'est beau, oui, parce que justement, c'est au moins c'est pas commun comme les blonds, les bruns ou les châtains. Et donc justement, ben oui, mais malheureusement, il y a encore justement des moqueries, des préjugés. Oui, qu'un rouquin ça pue et tout ce qui s'ensuit. Oui, il y a ces trucs, ces bêtises. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Mais voyez, vous êtes obligé de dire c'est pas vrai, parce que ça montre à quel point vous avez été marqué. J'ai vécu, Caroline, permettez-moi de vous dire quand même, j'ai vécu quand même l'histoire de poil de carotte. Hein. C'était quand j'étais tout jeune, hein, la pub à la télé, hein, le fromage, poil de carotte. Et ben voilà, j'en souffre encore aujourd'hui. J'en souffre, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés qui sont... Mais attendez, si vous avez vécu le poil de carotte, il y a surtout la relation à la mère qui est terrible. C'est avec Folcoche, c'est surtout ça. J'ai pas compris là. C'est la relation à la mère avec Folcoche qui est épouvantable. Ça relève de la maltraitance. Mais non, mais moi, je croyais que c'était dans ce sens-là. Je suis issu de... je suis issu de famille de 9 enfants. Et les autres, ils en souffrent pas autant que moi. Parce que mais moi j'en souffre. Je souffre de ça. Et aujourd'hui j'ai du mal et j'ai vraiment un gros souci là-dessus. Mais vous souffrez. Mais pourtant aujourd'hui, tous les matins, pardon. Tous les matins quand je dois me raser. Oui. Quand je me regarde devant la glace, je dis tiens, poil de carotte.
Et pourtant, à une époque, il y a une dizaine d'années, on m'appelait Chuck. Parce que j'avais la barbe et je ressemblais à Chuck Norris. Oui, donc là, c'est une image beaucoup plus valorisante. Oui, mais je sais pas quoi. Moi, j'ai compris le... C'est l'image de l'enfance et ces colibés qui restent, qui vous ont marqué. dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous souffrez de ça. C'est lourd. Hein. Et tout à l'heure, il y avait une autre auditrice qui était là aussi, vous lui avez parlé de psychologie. Ah oui, Folcoche, c'est vrai que je comprends, c'est vipère au point, oui, j'ai un moment de solitude. Mais il faut me contredire. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Merci à Laïka, c'est vrai, il faut me reprendre, bien sûr. Je me disais, il y avait un truc en plus en le disant, bien sûr, mais oui, c'est vipère au point. Pourquoi j'ai associé je sais pas pourquoi j'ai fait ce lien d'ailleurs. Oui, vous avez raison, et c'est pour ça que vous deviez pas comprendre pourquoi je vous parlais de ça, moi. À qui, à moi? Bah oui, je vous dis, poil de carotte, c'est Folcoche. Vous deviez dire, elle va pas bien, elle. Mais non, c'est vrai, c'est vipère au point. Bah non, mais attendez, il faut me le dire. Non, attendez. Non, je sais pas, j'étais partie dans la maltraitance. C'est l'actualité qui malheureusement me fait penser à ça. Il faut rester respectueux, comme on dit. Hein. Ah non, mais attendez, c'est respectueux de me dire, mais quand je fais des erreurs, il faut quand même me reprendre, hein. Et bien sûr, il faut me dire, oui. En fait, poil de carotte, c'est l'enfance de Jules Renard. Voilà. Bien sûr, mais bien sûr. Mais alors vous êtes trop respectueux, il faut me reprendre. Bah exactement, attendez. Mais bien sûr. Non, bon, allez, la parenthèse est fermée, mais il faut pas hésiter à me reprendre, attendez. Non, c'est pas. Non, allez, on revient à vous. J'ai envie de dire, Fabrice, il faut pas rester dans une si grande souffrance. Honnêtement, Caroline, je connais pas votre âge et je vous le demanderai pas à l'antenne. Moi, j'ai donné le mien. J'ai 47 ans et je vous garantis, ça fait 40 ans que j'en souffre. Oui, mais on reste pas avec une souffrance morale comme ça. Je trouve ça tellement dommage de... Caroline, j'ai quand même vécu, j'ai eu une vie. J'ai un enfant, un enfant qui a 22 ans. J'ai un petit garçon de 11 ans dont j'ai la garde tout seul. Que ça fait 11 ans que je l'élève tout seul. Mais, donc vous avez dû trouver une dame qui vous trouvait beau, même roux. Pardon? Donc vous avez trouvé une ou deux dames qui vous ont trouvé beau, même roux, alors? Je sais pas. Ben oui. Il faut forcément. Faut pas faire une obsession de votre couleur, quand même. C'est Caroline? Marilyn. Non. Marilyn. Faut pas faire une obsession comme ça de votre couleur roux. Vous avez trouvé forcément la mère de vos enfants qui vous a trouvé beau et sûrement pas qu'elle. Ben j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, plus que je prends de l'âge, plus je fais un blocage, quoi. Non, mais là, c'est une obsession à ce niveau-là. Hein. Oui, mais alors dans ces cas-là, il faut vraiment que vous restiez. Voyez, c'est les blessures de l'enfance dont il est parfois difficile de guérir, qui ressortent. Bon, on reste pas avec une plaie ouverte, avec une blessure physique. On va voir un médecin, on se fait soigner. Pourquoi rester avec une douleur morale aussi intense? Caroline, j'ai déjà vu des psychologues, même pour mon petit, parce qu'à un moment à l'école ça allait mal lui aussi. Lui, je suis content, franchement, honnêtement. J'ai 2 fils, un, il est tout noir de cheveux, le 22 ans, il est type italien, je suis heureux. Pourquoi? Parce qu'au moins il me ressemble pas. Et le deuxième, il est tout blond, donc je suis content, au moins il est pas rouquin. Il pourrait être roux. Et se sentir très bien si vous sentiez très bien. Mais c'est vrai que s'il avait eu des cheveux roux et que vous sentiez vous très mal, on peut penser qu'effectivement vous lui auriez transmis ce mal-être. Ah ben ça c'est clair. Hein. Alors que comme je sais pas le disait Marilyn ou Sabrina, c'est très beau. C'est très beau parce que justement c'est beaucoup moins commun et il y a des roux magnifiques, flamboyants. Enfin, il y a des chevelures au bain, c'est flamboyant. Ah ben plein. En Irlande, il y a pratiquement que de ça, des roux. Ouais. Oui, mais on n'est pas en Irlande, on est en France. Hein. Mais justement, parce qu'il y en a moins. Mais oui, il y en a moins, donc c'est vrai que c'est plus... En France, moi j'ai trois frères qui sont rouquins, ils ont exactement le même souci que moi, le même souci.
c'est toujours les rousses, ça pue, poils de carotte et compagnie. Oui, Bon, mais vous êtes marqué par tout ça. Alors, il y a quand on Sergio a qui dit de la mousse, un bon rasoir, rejoignez-nous, nous les chauves. Oui, c'est vrai que c'est je vais faire comme à la météo, comme monsieur sur TF1, quoi. Ouais. Ça peut être une solution radicale à tous vos problèmes. Enfin, vous resteriez encore marqué. Voyez que vous y tenez à votre chevelure. Ah, oui. Finalement. Bon, j'ai une alors. belle chevelure, j'ai des beaux cheveux. Ah, même alors voyez, ils sont beaux. Même mon coiffeur, il me dit qu'il adore couper mes cheveux parce que. Bon, alors. Mais alors voyez. Mais ça reste. Allez, on va. C'est pas intéressant, hein. De toute façon, ceux qui disent que les roux ça pue, c'est pas des gens intéressants. Non, c'est pas très intelligent. C'est des réflexions là de bon, voilà, c'est des trucs de bon. Parfois on entend ça, c'est vrai, à l'école, des choses comme ça, des colibés, des moqueries. Bon, oui, c'est difficile. Mais maintenant vous êtes grand. Non, mais Fabrice, aujourd'hui vous êtes grand et il faut peut-être à ce moment-là, si ça ne passe pas. Oui, vous avez 47 ans. Si ça ne passe pas, il est important à ce moment-là d'aller en parler. Pour revenir à Sabrina, il serait important. Je reviens à vous, Sabrina, puisque c'est vous qui avez initié ce débat. Oui, et je dirais, je pense que vous voyez que. Au-delà de votre situation personnelle qui vous fait beaucoup souffrir, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans votre histoire, qui ont été émues, touchées par votre personnalité. Donc par rapport aux gens, à ce monde que vous percevez hostile, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont été vraiment très sensibles à ce qui émanait de vous, à votre personnalité, très touchés. Donc c'est important, ça aussi, vous voyez, là, par rapport aux idées que vous faites des gens. Je les remercie pour leur message. Hein, donc, je les remercie pour leur message. Et appuyez-vous sur cette période de votre vie, comme je vous le disais, où vous avez été comme ça heureuse, où vous étiez... Attendez, laissez-moi, Fabrice, terminer avec Sabrina, où vous étiez en confiance, où vous êtes appuyé sur vos compétences. Dites-vous qu'elles sont toujours là. Que c'est à vous qu'il faut... Non, mais attendez, Fabrice, je m'adresse à Sabrina, là. Il faut que vous puissiez vous faire confiance à nouveau. Voyez mais attendez, je m'adresse à Sabrina, Fabrice, là. Si vous me permettez, quand même. De poser un point. C'est vrai que c'est vous la chef de l'émission. Non, mais je suis la chef de rien, mais... Mais si, c'est votre émission et elle est remarquable. Non, c'est une émission, j'anime l'émission, mais cette émission, on l'a fait ensemble. Mais bon, je m'adressais à Sabrina, en l'occurrence. Donc, si vous permettez, vous voyez, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Sachez quand même que il y a 4 ans, j'ai fait un AVC. Hein. Oui. Et j'ai eu du mal à remonter la pente. Hein. Oui, mais ça, j'en doute pas. Mais vous l'avez remonté, la pente. Ben oui, mais les marches sont difficiles à monter. Hein. Et après, comme je vous dis, et comme je vous ai dit au début de l'entretien, c'est vrai que par téléphone, il me semble que c'est Marilyn qui a dit que c'était plus facile de parler au téléphone que de parler devant une personne en face de soi, quoi. Et c'est la vérité, c'est beaucoup plus facile, c'est comme les sites de rencontres et tout ce qui s'ensuit, c'est plus facile de dire les choses à une personne qu'on ne voit pas qu'à une personne qu'on voit. Et honnêtement, moi je suis plus libre là, maintenant, là, à presque 1h moins le quart, de parler avec vous, et demain je serai quelqu'un de totalement timide et je passerai à côté de vous et j'oserais même pas vous regarder. Mais ça s'entend pas là. Hein. Vous l'avez laissé au vestiaire, votre timidité, mais c'est très bien comme ça. Alors il y a Violaine qui dit, est-ce que vous avez vu le film Intouchable avec la magnifique rousse naturelle révélée dans ce film? Pourtant, Omar Sy, il en était très amoureux. Ah ouais, oui. Génial. Il y a de quoi. Elle était rousse, hein. Elle était rousse.
Alors donc, en tout cas, Marilyn et Sabrina, vous permettez... Non, Fabrice, non, là c'est bon. Non, Fabrice, non, Fabrice, vous n'êtes pas tout seul là à l'antenne là. Il faut quand même, un peu de fair play. On va laisser, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ni Sabrina, donc on va lui laisser quand même le mot de la fin, parce que c'était elle qui a appelé, qui a initié ce petit débat. Donc voilà. Donc Sabrina, j'espère que ça vous a fait du bien de pouvoir un peu en parler avec nous, même si ça fait longtemps qu'on vous a n'a plus entendu votre douce voix. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler déjà, et puis d'écouter les témoignages donc de personnes qui vivent la même chose que moi. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que moi, j'ai vraiment envie de m'en sortir. J'ai vraiment envie de m'en sortir parce que moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sans les autres, parce que ça, c'est pas possible. Et qu'on s'enrichit qu'au contact des autres. Donc, c'est bien, c'est un premier pas. Voilà. Donc, je voulais aussi évoquer, en fait, je travaille sur un projet, et c'est un projet qui me donne beaucoup de satisfaction. Et justement, il me permet, quand je vais bien, quand j'arrive un petit peu à surmonter ce mal-être, à aller vers les autres et à dépasser mes peurs. Et voilà, donc... mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il faut trouver aussi quelqu'un qui va vous y aider. Je vous dis, trouver aussi un thérapeute, peut-être, effectivement, ça peut être un comportementaliste, participer à un groupe de parole, petit à petit, apprivoiser, comme ça, vous faire confiance, apprivoiser les autres, ce monde, et vous rendre compte qu'il est beaucoup moins hostile que vous ne le pensez. Je dirais, Marilyn, également, reprendre pied, reprendre contact avec l'extérieur. Parce que vraiment ça serait dommage. Il y a un potentiel aussi chez vous que l'on sent, et ça serait dommage de pas le laisser s'épanouir, quoi. Vraiment. Vous voyez, ce qui se dégage de vos personnalités à l'antenne, ça fait partie de vous. D'accord. Donc c'est parce que vos peurs prennent le dessus. Mais il y a aussi ce qui s'exprime là, c'est aussi vous. Moi, quand il n'y a pas l'inhibition, quand les inhibitions ne sont pas là, c'est vous. Alors qu'est-ce qui est véritablement vous ? Vous, quand vous êtes dehors et que vous êtes bouffé, pardonnez-moi l'expression très familière, par vos peurs, vampirisé par vos peurs, et à ce moment-là, oui, on vous croit hautaine et haute, mais c'est parce qu'en fait vous avez peur. Ou vous, quand vous vous exprimez ce soir, parce que là, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre intérieur, vous n'avez pas peur, vous êtes en confiance, et là, on vous sent chaleureuse, prête à la discussion, désireuse d'échange, voyez ? Alors, qui sont les vrais Marilyn et Sabrina ? C'est la question qu'on peut se poser. Bon, moi je pense que c'est plutôt celle qu'on vient d'entendre. Voilà. Et qu'il ne faut pas laisser vos peurs prendre le dessus. Donc pour cela, il faut vraiment en parler. D'accord. Bon courage à vous, bonne chance à vous, et merci à vous également, Fabrice, de nous avoir appelés. Au revoir. Merci, Caroline. Bonne fin de nuit. Au revoir. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Alors, je tenais à prendre part à l'émission ce soir parce que je suis un très fidèle auditeur. Merci. Avec Jean-Marc Morandini le matin, Michel Drucker. Vous êtes un fidèle d'Europe 1. Voilà. Voilà, j'ai pas très bien compris le principe de l'émission ce soir, mais je crois que c'est libre antenne. Vous connaissez pas l'émission ? C'est une libre antenne, donc vous appelez pour parler de vous, et je crois que vous vouliez revenir sur le témoignage de Sabrina. Voilà, donc on vous écoute. Moi j'ai eu de gros problèmes aussi. Si je puis dire, c'est la première fois que je passe à l'antenne, ça me fait tout drôle. J'ai eu de gros problèmes aussi avec mes parents.
ça se répercute sur ma vie privée maintenant. De quelle façon? Que mes parents m'ont battu, séquestré. Maintenant, j'ai du mal à faire confiance aux gens, pour vous dire. Oui, mais ça s'explique. Hein. Mes parents, malheureusement, mon père, je l'ai perdu il y a 11 ans, ma mère vient juste de décéder. Oui. Et que pour moi, c'est déjà très dur d'avoir perdu ma mère. J'ai un sentiment de solitude. Mes parents m'ont fait tellement de mal que j'ai du mal à trouver une copine, déjà, pour commencer. J'ai un travail, mais je suis perdu. Un sentiment de solitude et d'être perdu, que je sais plus où j'en suis. Vous viviez chez eux? Non, malheureusement, ma mère, je la voyais plus depuis 4 ans. On m'a appris son décès récemment. Maintenant, je suis perdu, quoi. Pourtant, vous viviez sans elle. Vous viviez sans elle depuis 4 ans. Difficilement. Pour vous dire franchement, difficilement. Oui. Vous espériez peut-être que les choses s'arrangeraient, un jour avec elle. Voilà, j'ai pensé à elle tous les jours. Oui. Vous espériez peut-être que tous les jours comment va maman. Oui. Cette maman qui avait été si peu maman puisqu'elle était violente. Voilà. Avec mais vous. Je pensais quand même à elle tous les jours. Oui. Mais souvent les enfants maltraités restent très attachés à leurs parents. Voilà. Oui, ils ont du mal à couper le lien. On s'est retrouvée dans des conditions... on est venu m'annoncer son décès. Elle a été retrouvée dans des conditions vraiment extrêmes. Et mon père est décédé dans mes bras. Donc ça n'a rien à voir. Mais ma mère, on est venu m'annoncer son décès. C'était à moi d'aller à son domicile. Et j'ai vu ma mère, elle était vraiment pas... Oui, c'était difficile. Elle n'était pas là depuis hier, quoi. D'accord. Et c'est une mère, ça reste une mère, et c'est vraiment été très dur pour moi. Mais c'est surtout que vous pouviez avoir l'espoir peut-être que les choses un peu s'arrangeraient et qu'un jour ça serait une mère, une maman aimante et tendre, et qu'aujourd'hui avec sa mort et qu'aujourd'hui avec sa mort il n'y a plus cet espoir possible. Elle n'a pas pu s'expliquer avec moi. Oui. Et je n'aurai pas de réponse à mes questions. C'est ça qui est dur. Non, mais vous pourrez parler quand même, et c'est très important, parler de votre histoire. Ne pas rester avec ces questions. Ne pas rester avec ces questions qui tournent dans votre tête de pourquoi vous avez été maltraité, quelle a été votre histoire, l'histoire familiale, voyez, parce que je suis pas sûre qu'elle aurait pu vous donner les réponses. Comment? Quand elle avait bu, qu'elle me disait, mon chéri, je t'aime, quoi. Et autrement... Vous n'avez jamais, après quand vous avez été adulte, pu faire, aller en parler en thérapie? J'en ai parlé à droite à gauche, mais tout le monde me dit... C'est qui à droite à gauche? C'est un grand garçon, il faut remonter la pente. Mais qui vous dit ça? Mes amis, mon patron, tout le monde, quoi. On m'a dit, écoute, maintenant, t'as 29 ans, c'est quand même mon âge d'avoir une femme, des enfants, faut remonter la pente. Le passé, c'est le passé. Hein. Si tu vis dans le passé... la vie est foutue, quoi. Il faut vivre dans le présent, maintenant. Mais bon, c'est facile à dire, quoi. Combien de fois que j'étais en discothèque, j'avais 21 ans. Bien sûr. Quoi. Non, mais vous ne pouvez pas... ils n'ont pas vécu votre histoire. Hein. Donc, comme vous dites, c'est facile à dire, mais dans les faits, votre souffrance, elle est là et c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment que vous trouviez un professionnel à qui parler de votre histoire. Mais j'espère qu'il y a des auditeurs qui... Je suis en direct là parce que j'espère qu'il y a des auditeurs qui vont comprendre ma douleur et qui vont mais on ne peut que la comprendre, mais ce n'est pas de conseils dont vous avez besoin.
Ben si, j'aimerais bien avoir des petits jeunes qui soient dans la même situation que moi, parce que je pense que ne pas être le seul. Malheureusement, d'enfant qui a été maltraité, non, vous n'êtes certainement pas le seul. Mais pour autant, c'est pas ça qui va vous faire avancer dans votre vie et qui va soulager votre souffrance, Fabrice. Et il est important que vous puissiez, il faut que vous, et de toute façon, on arrive en fin d'émission, il est important que vous puissiez parler, vous, de votre souffrance à quelqu'un. Alors demandez, vous êtes en direct, mais demandez à parler à quelqu'un, déjà à votre médecin généraliste, qui vous donne les coordonnées d'un thérapeute dans votre région, ou les coordonnées du CMP, où vous pourrez aller parler à quelqu'un qui aura tout le temps de vous occuper, de vous écouter, pardon. Bon courage à vous. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier.